Chers auditeurs, on se retrouve aujourd'hui pour la première interview post-élection. Du contenu de plus en plus et divers devrait arriver dans les semaines qui viennent, même si aujourd'hui on reste sur de la politique, car on a un invité politique, on va le présenter. Effectivement, on accueille Sam Elzey, président du Parlement des Jeunes. Monsieur Elzey, bonjour. Bonjour. J'ai décidé directement de diviser cet entretien en trois parties. Une première partie dédiée à votre personne où vous vous présenterez, une deuxième partie à l'institution que vous présidez, puis une troisième question liée à des questions politiques où vous donnerez un peu plus votre avis. Donc sans tarder, procédons à la première partie qui nous aidera à mieux vous connaître. Tout d'abord, présentez-vous et dites-moi en quelques secondes qui êtes-vous. Moi, je suis Sam Elzey, je suis un lycéen de 17 ans au lycée Heidelberg. Ça fait maintenant 3 années que je suis dans le Parlement des Jeunes. Je suis entré, j'ai été émerveillé par la possibilité de pouvoir parler avec des politiciens, de travailler avec d'autres jeunes. Et donc, je suis là depuis 3 ans. Pour le reste, je fais du badminton et du tennis. Je suis actif dans environ maintenant 15 organisations de jeunesse, du secteur humanité jusqu'à politique. Donc, voilà. Ok. Et donc, vous avez dit que vous êtes depuis 3 ans au Parlement des Jeunes. Depuis quand êtes-vous président et comment ça s'est passé pour avoir été élu? Je suis président depuis, je pense que c'est 3-4 mois maintenant. Donc j'ai été élu juste avant les vacances d'été. Et là j'étais le président élu, mais pas encore en charge. Ça c'est depuis le 1er d'octobre que je suis maintenant officiellement le président jusqu'au 1er octobre prochain. Ok. Et ça se passe comment? Les élections en général, c'est les membres du Parlement des Jeunes qui votent? Exactement. Donc chaque membre du Parlement des Jeunes peut se postuler pour le poste de président ou le poste du bureau exécutif. Le poste du président est le seul poste qui est directement élu. Et là, cette année-ci, j'avais de la chance. Et de l'autre côté, il y a 4 autres postes dans le bureau exécutif qui sont votés, ou après, le bureau exécutif soit se divise en vice-président, secrétaire général et d'autres postes si on a du besoin. Et depuis quand êtes-vous intéressé par la politique et pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que votre intérêt pour la politique s'est déclenché? D'abord, en partie mon frère, on aime bien débattre ensemble, avoir des discussions. Donc là, ça c'est une des raisons pourquoi je me suis toujours intéressé. Aussi avec la famille, j'avais toujours des débats politiques. Même si je ne savais pas encore si c'était de la politique, j'aimais toujours beaucoup débattre. Et pour gagner ces débats, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube sur la politique. Et à fur et à mesure, ça c'est avec un effet de boule de neige, j'ai de plus en plus aimé le faire. Et à un point, l'ex-président du Parlement des Jeunes, Hugo da Costa, m'a parlé du Parlement des Jeunes. Il a dit, vas-y, tu es le candidat parfait pour le Parlement des Jeunes, viens. Je l'ai fait et je ne l'ai jamais regretté. Bon, tu te retrouves ici. Quelles sont tes ambitions de vie et par exemple, est-ce que là je me retrouve devant quelqu'un qui potentiellement voudra se présenter pour les élections dans quelques années? Quelles sont tes ambitions, que ce soit monter lycéen, que ce soit pour les études ou même professionnellement? Est-ce que la politique, tu veux en faire ton métier? Est-ce que tu veux te présenter? Voilà, dis-moi. Je voudrais devenir un politicien. Je ne sais pas encore dans quelle partie, mais je voudrais très bien devenir quelqu'un qui peut aider de changer le monde. Je pense qu'on a besoin d'une nouvelle génération de la politique, spécialement maintenant. Pour le reste, je ne veux pas que mon métier soit être politicien. Donc je veux, avec mes études, me focuser sur une partie et puis aller dans la politique. Je pense que c'est très important qu'on n'ait pas seulement des politiciens de carrière, mais aussi des gens qui font d'autres expériences qui peuvent amener dans la politique. Ok. Concernant le but de ce média, c'est d'intéresser les jeunes. Toi, tu t'es engagé pour intéresser les jeunes. Si on a un semblable, si tu croises un jeune, qu'est-ce que tu lui dis? Pourquoi il faut s'intéresser? Pourquoi il faut s'informer à la politique? Pourquoi c'est important? D'abord, car si toi tu ne contrôles pas la politique ou si toi tu n'aides pas à contrôler la politique avec ta voix, avec ton vote, alors la politique va te contrôler. C'est ce qui se passe pour le moment. La jeunesse du Luxembourg n'a pas encore une voix assez forte, on n'a pas encore le droit de vote des 16 ans. Donc pour le moment,
jeunesse, il y a beaucoup de problèmes que la jeunesse a où la politique ne fait pas assez attention car il n'y a pas encore la volonté et la force de la jeunesse qui peut s'implanter. Ok. On va passer à une deuxième partie concernant l'institution que vous présidez directement. Est-ce que vous pourriez présenter les principes, l'institution, voilà, en quelques mots, même quelques minutes si vous souhaitez, nous expliquer en quoi consiste le Parlement des jeunes. Ok, donc d'abord il y a les membres. Ça sont environ pour le moment 100 et quelques. Ces membres, ce sont des gens de 14 à 24 ans de chaque groupe du pays. On a de presque toute localité du pays, on a des jeunes, de presque toute école. Donc c'est un groupe très divers. Aussi, on accepte des gens euh, avec des opinions politiques ou qui sont déjà dans des partis politiques. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un escalier dans la politique, mais en même temps un forum bipartisan neutre pour les jeunes des différents partis, pour qu'ils peuvent s'exprimer, peuvent rencontrer d'autres jeunes qui ont d'autres opinions, qui ne sont pas dans une bulle de leur parti. Puis, ce grand groupe de membres, il est divisé dans 5 différentes commissions. Ces commissions, ça c'est affaires étrangères, économie, égalité des chances, éducation et environnement. Et voilà, eux, chaque année, ils commencent à écrire une résolution. Donc c'est d'abord du journalisme, après qu'ils aient choisi le thème, ils font des recherches là-dessus. Puis ils viennent ensemble dans leur commission et ils présentent l'un ou l'autre les choses qu'ils ont trouvées. Ils vont commencer à débattre, essayer de trouver une direction dans laquelle la résolution va y aller. Et puis après, c'est aussi de la formulation. Comment est-ce qu'on peut mettre des propos et des besoins que la jeunesse a dans une manière où des députés vont l'entendre et vont écouter, donc de le dire diplomatiquement. Et puis là au-dessus, il y a le bureau exécutif. Donc ça c'est le comité de 5 membres, président, vice-président, secrétaire général et 2 membres des médias. Et eux, ils se chargent avec tout qui est externe, tout qui est organisation, et voilà. Et c'est à eux de gérer le Parlement des jeunes de façon neutre, bipartisan, mais en même temps que cela fonctionne. Okay. Est-ce que tu dirais que tous les jeunes de tous bords sont acceptés, que ce soit la droite un peu plus radicale? On sait souvent que dans les associations jeunes, il y a souvent un entre-soi, il y a peu de diversité. Est-ce que tu dirais que le Parlement des jeunes est caractérisé justement par ce flux d'idées, qu'on soit un peu plus à droite, un peu plus à gauche, on va toujours être accepté dans l'institution? Je dirais que oui. Dans ce sens-là, le Parlement des jeunes s'est beaucoup amélioré. Il y avait un moment où on était plutôt centré de certains vues politiques, mais c'est aussi un effort que moi je fais pour le moment. Je suis allé chez chaque parti du Luxembourg qui est dans la Chambre des députés, et je veux encore aller chez tous les autres, et j'ai demandé, s'il vous plaît, si vous avez des jeunes de 14 à 24 ans, envoyez-les. Comme j'ai dit avant, on essaye de bâtir un forum bipartisan où les jeunes peuvent percer leur bubble et peuvent parler avec d'autres opinions politiques, peuvent être exposés à cela. Et pour le reste, on est assez divers. Ce qu'on doit dire, c'est que le Parlement des jeunes devient un petit peu plus jeune chaque année. Avant, au début, on était vraiment une organisation qui était plutôt de 20 à 24. Maintenant, l'âge moyen est entre 16 et 18 ans. Et là aussi, je pense qu'on doit faire des efforts à créer un recrutement stable. La dernière chose qui est assez triste, c'est qu'on perd une grande partie de la population, car on a seulement 3 langues officielles. Donc, ce sont les langues officielles du Luxembourg, le luxembourgeois, l'allemand et le français. C'est déjà assez compliqué de faire en sorte que les 3 langues peuvent cohabiter et travailler sur des résolutions. Quelquefois, on a dans les commissions un type qui peut seulement parler du luxembourgeois, ou seulement du français, ou seulement de l'allemand. C'est un challenge, mais qu'on fait très bien. Mais car on n'a pas encore une 4e langue, l'anglais, il y a beaucoup de jeunes, spécialement dans les écoles européennes ou internationaux, qu'on perd. Et ça, c'est aussi un effort qu'on fait cette année-ci, qu'on les invite, que cette année-ci, c'est un petit peu
un projet pilote, d'essayer d'avoir plus d'anglophones et de créer une institution qui peut vraiment travailler dans les 4 langues en même temps. Si demain on fait une élection au sein du Parlement des jeunes et on met les partis qui se présentent à la Chambre, selon toi, quel serait le parti le plus représenté? Je dirais que c'est environ de centre-droite à centre-gauche. C'est vraiment un mix de tous les partis. Je pense qu'on a déjà eu des bagarres avec presque tous les partis, mais en général, on est pro-européen, on est pro-nature, on est assez. On n'est pas trop conservatif ni progressif. Là, on est vraiment dans le milieu. En général, je dirais que c'est vraiment un groupe qui n'est définitivement pas dans les extrêmes. Et on se place vraiment centre-droite à centre-gauche, dépendant du sujet. Ok, donc c'est les plus représentés. Quels sont les buts que vous voulez atteindre cette année ou plus tard, à plus long terme, concernant le Parlement des jeunes? Quelle est la vue d'horizon de l'organisation? D'abord, c'est de reformer l'institution soi-même, d'être plus attractif aux jeunes. Par exemple, là, avec de nouveaux designs qui sont plus proches aux jeunes, de sembler moins bureaucratique. Il y a beaucoup de jeunes qui ont peur d'une institution qui pense trop professionnelle. Pendant que le Parlement des jeunes, c'est un mix. À un moment, tu es en train de travailler dans une commission, et puis après la commission, vas-y, on va au laser game. Pour le reste, avoir plus de stabilité au sein du Parlement des jeunes et de vraiment faire en sorte qu'on ait des bons coprésidents, car chaque commission a 2 coprésidents. Et là, il y a eu des années où on a eu beaucoup de problèmes. D'être un plus grand support à nos membres. Il y a des bureaux-exécutifs précédents qui n'ont pas fait assez pour supporter avec leur expérience le travail dans les commissions. Donc ça a fait en sorte que les coprésidents avaient beaucoup de charges et les membres étaient aussi débordés. Et à la fin, moi-même, j'ai écrit une résolution sur les armées en Europe et comment on devrait changer les armées en Europe. Et soudainement, il y avait la guerre en Ukraine. Donc, tout a bouleversé. La résolution, qui est aussi bonne, elle n'était pas pas assez grande qualité, n'a pas passé. Mais là, je pense qu'on aurait besoin de plus de support. Donc, ça, c'est un des buts. Pour le reste, d'être plus entendu en faisant plus d'événements avec d'autres groupes de jeunesse, d'inviter les autres groupes de jeunesse à venir chez nous quand on a un événement, de coopérer avec les partis politiques, de faire des entrevues, car par exemple là c'est où on a le plus d'impact. Mais aussi les entrevues, vraiment de voir les partis. Par exemple, avant les élections communales, tous les partis étaient en train d'écrire leur programme. Et c'est là où on a commencé à faire des réunions avec ces partis. Et une fois par année, le Parlement des jeunes va dans la Chambre des députés pour faire un hearing. Là, c'est une critique directe. Les politiciens disent toujours très bon, parfait. Justement, voilà. L'utilité de l'institution. Voilà. Et là, les entrevues, ils mettent vraiment le point. Car là, tu parles avec les politiciens face à face. Tu peux leur dire, vous avez ça dans votre programme, mais nous, on a cette proposition-là, ou vous pourrez changer là. Donc, je pense que les entrevues ont presque un plus grand impact sur la politique que le hearing. Mais en général, l'utilité du Parlement des jeunes, notre but pédagogique, c'est d'une partie d'améliorer ou d'essayer d'améliorer la vie de nos membres, d'essayer de leur offrir des chances et tout ça. Là, on a définitivement eu un grand succès. Par exemple, Sven Clement ou l'ex-député Jesse Thiel, ce sont des membres du Parlement des jeunes. J'avais avant mentionné Hugo da Costa, maintenant grand dans le DP, ex-président du Parlement des jeunes. Inès Shakir, maintenant très grand dans les Verts, la première et maintenant aussi ex-présidente du Parlement des jeunes. Il y en a c'est une très très longue liste de gens qui ont maintenant un très grand effet sur le Luxembourg en soi, qui sont des ex-membres où le Parlement des jeunes leur a servi comme trampolin, dans la politique. Okay. Et pour le reste, avec les entrevues, avec les hearings, on peut avoir un effet sur les lois, et on l'a déjà fait. Et par exemple avec le CEPAS, c'est le groupe psychologique dans les écoles. Là, on avait un projet avec le ministère de l'Éducation, et on a, avec une résolution, pu
améliorer ce service. Mais une chose que moi je trouve très triste, c'est d'un côté, ça fait juste depuis 1 an, c'était où moi j'étais vice-président l'année précédente, on a commencé le projet de vraiment créer un historique, car on a souvent eu un effet sur la politique, mais les directifs d'avant ne l'ont jamais noté. Donc on n'a pas vraiment une liste où on peut dire bah, le Parlement des jeunes a fait ça, ça, ça. Tristement, on n'a pas. Et de l'autre part, c'est aussi toujours triste que les politiciens, dans les hearings, ils nous disent juste très bien, car de cette façon-là, sans feedback, nous, on ne peut pas apprendre. Et on n'a aucune idée, est-ce qu'on a eu un effet ou est-ce qu'on était juste exclu? Ouais, ok. Bon, en tout cas, si tu croises à la caméra, est-ce que tu peux regarder à la caméra? Et si tu croises un jeune, il faut le convaincre, il faut lui dire d'intégrer le Parlement des jeunes, tu lui dis quoi? Ok. Bah, normalement, je le ferai en luxembourgeois. Bah, tu peux le faire en luxembourgeois d'ailleurs. Also, was du interessiert in der Politik? Willst du in die Pakt tun? Willst du mit dabei sein und eigentlich können Dinge anterehen und durchbringen und nicht das andere für dich Entscheidung können? Willst du gleichzeitig andere Junker, die interessiert sind, kennenlernen? Willst du lernen, wie man Journalismus geht? Kleine Schritte in Politik machen und gleichzeitig mega viele andere neue Organisationen durch ganz Lützeburg entdecken? Da kommt ein Jugendparlament. Was sind Vorteile? Ich so mal als echt was nicht Notdeler sind. Weil das ist, was die meisten Leute denken. Vielleicht denkst du dir doch, habe ich überhaupt Zeit dafür? Weil das ganz einfach, ja, das 4 Stunden im Monat, alle 2 Wochen 2 Stunden und du musst nicht mal eine Kerste sein. Und dann die zweite Sache, das ist mega einfach, sich anzuschreiben, mit das noch mehr einfach für sich auszuschreiben. Das heißt, wenn du Lust hast, das zu entdecken, aber du warst noch nicht sicher, da komm einfach ein kleiner Angst, schreib dich einfach an. Aber nicht für dich ist, E-Mail und wir nerven dich nie mehr. Du hast also ganz, ganz viel zu gewinnen, mais quasi gar nichts zu verlieren. Voilà. Très bien, c'était la minute de promotion. Maintenant, on va passer à une troisième partie, plus politique. Quels sont selon toi, et selon le Parlement des jeunes aussi, où voilà, tu sauras faire l'articuler, quels sont les 3 sujets prioritaires à court terme, premièrement, et après à long terme au Luxembourg? Quels sont les 3 sujets que le Premier ministre devrait avoir à court terme sur son bureau? Premièrement, un nouveau référendum sur le droit de vote dès 16 ans. C'est quelque chose où le Parlement des jeunes s'engage depuis 2015. Puis l'éducation, on a plusieurs résolutions sur l'éducation pour ceux avec des besoins spéciaux, que eux ils sont intégrés de façon meilleure. Et aussi quelque chose d'autre qui a déjà été commencé par M. Maïch, qui sait s'il va continuer, et si, c'est aussi l'alphabétisation. Voilà, que les jeunes puissent être éduqués dans la langue qu'elles choisissent. Et pour le reste aussi de façon européenne, c'est de la commission AFET, il y a depuis quelques années, et aussi du côté de la commission économie, on a vraiment vu que le Parlement des jeunes veut une Europe qui est plus autonome et qui s'améliore de la façon des structures de l'Union européenne. On va y venir sur l'Europe, mais juste encore une question. Quels sont les 3 sujets prioritaires à long terme? À long terme, Luxembourg, voilà. Que ce soit, par exemple, la promotion de nouvelles langues, mais il y a les choses que les politiciens peuvent faire à court terme, directement prendre des mesures extrêmement directes, ce que tu as dit, et plus à long terme, se dire dans 15-20 ans quel Luxembourg on veut. Quelles sont, selon toi, les choses qu'on pourrait changer à Luxembourg à long terme? Nous écouter. Je pense que la première chose, c'est vraiment que le Parlement des jeunes et d'autres institutions devraient être beaucoup plus institutionnalisées. Okay. Ça veut dire que dès qu'une décision est prise par la Chambre des députés, qui a un grand effet sur les jeunes, qui nous demandent vraiment notre opinion. Car pour le moment, c'est nous qui doivent réagir envers eux, mais ça devrait être de l'autre côté, où eux ils disent, nous on veut faire ce projet-là, qu'est-ce que vous en pensez? Pour le reste, oui, je pense que aussi là on peut parler de l'Europe, car l'Europe change lentement et pas très vite, donc aussi là de créer une Europe qui est plus directe, où les institutions sont plus envers les citoyens et où ainsi aussi les jeunes ont plus de pouvoir.
Et puis aussi de la commission environnement, on a depuis des années des commissions et depuis avant même qu'il y avait vraiment le grand focus sur le climat, on a fait des commissions des résolutions qui ont vraiment dit on doit agir. Et là, Le climat aussi. Exactement. Ok. Et quelles sont selon toi les trois menaces qui mettent en danger directement, premièrement le Luxembourg, après l'Europe et le monde? Quelles sont les trois menaces? En tant que jeune, tu te dis, ça j'ai peur, ça c'est menaçant, que ce soit à Luxembourg, que ce soit en Europe, que ce soit dans le monde. Je dirais, pour le grand terme de 2003, polycrise. Donc je ne pense pas qu'il y a une menace, mais le problème c'est qu'on a tellement de menaces qui viennent en même temps que nous sommes totalement débordés. Et chaque menace amplifie l'autre. Donc de cette façon-là, notre système peut, s'il y a une menace après l'autre, on peut le gérer. Mais si tous les menaces viennent au même moment, ce qu'on voit maintenant avec la crise climat qui fait en sorte qu'il y a plus de migration, qui fait en sorte qu'il y a plus de guerre, qui fait en sorte qu'il y a plus d'instabilité, je pourrais continuer, mais il y a tellement de... Voilà. Donc c'est un ensemble de crises. Ensemble. Et sur des sujets un peu plus précis, tu te dis, par exemple sur l'environnement, sur l'intégration, sur qu'est-ce qui nous menace directement en tant que... Je dirais, pour tous les pays du monde, c'est définitivement la polarisation. Dans les crises, les gens s'évacuent dans des idéologies plus extrêmes. Et moi, je dirais que la plus grande menace qu'on peut avoir, c'est que dans ces moments de crise, on ne travaille pas ensemble, mais l'un contre l'autre. Ok. Ouais. Que penses-tu en tant que citoyen ou que pense le Parlement des jeunes des élections qui ont eu lieu en octobre, des constats généraux, voilà. Que penses-tu de cette séquence politique, voilà. Que peux-tu en dire? Je pense qu'on est très déçu du taux de gens qui sont allés voter. Ça, c'est les résultats, on ne peut pas commenter, mais ce qui est très triste, c'est qu'il y a tellement peu de gens qui sont allés voter. Si on prend la population du Luxembourg en total, c'est 35% qui ont eu un vote valide. Si on ne compte pas les votes blancs et tout cela, donc à la fin, 35%, c'est rien. Pour le reste, on espère que ça va continuer comme jusqu'à présent. Ça veut dire le président de la Chambre des députés précédents, si pour le moment encore, qui sait ce qui va rester, François Hutchin nous a beaucoup intégré dans le travail de la Chambre des députés. Il nous a toujours appelé la petite sœur de la Chambre des députés et nous avons très bien intégré. Et aussi les autres partis et les ministères ont toujours été très accueillants. Si on a demandé une entrevue, c'était vraiment eux qui étaient tellement chaleureux de nous inviter, de nous avoir. Donc on espère que ça va continuer comme ça. Donc plus d'attention des politiciens. Là, demain, tu as le Premier ministre devant toi, tu es dans un entretien avec lui. Qu'est-ce que tu lui dis? Sur quoi tu l'alertes? Qu'est-ce que tu lui dis? Tu as demain Monsieur Bettel ou prochainement peut-être Monsieur Frieden, il faut lui dire des choses sur la politique. Qu'est-ce que tu lui dis? Il faut le conseiller sur certaines mesures, on lui dit quoi? D'abord, le Parlement des jeunes a besoin de plus de budget, c'est la première chose. Car on a presque le même budget depuis des années et avec l'inflation ça coupe et on a de grandes ambitions. Mais pour le reste, vraiment, la chose avec le référendum, ça fait vraiment maintenant presque 10 ans. Et à cette époque-là, ce référendum était couplé avec deux autres, c'était le triple non. Mais nous, on veut vraiment qu'il y ait un seul référendum sur une seule question, et ça, c'est le droit de vote, pas l'obligation de vote dès 16 ans. Ok. Maintenant, je vais t'expliquer le concept. Tu nous as cité certaines commissions. On va cibler certains sujets et tu vas nous donner des mesures très concrètes sur le sujet que le Parlement des jeunes ont imaginé ou réfléchi. Premièrement, l'économie. Qu'est-ce que propose le Parlement des jeunes très court, de manière très courte? Qu'est-ce qu'il propose? Soit peut-être sur les impôts, sur l'investissement. La dernière résolution dans la commission économie était centrée sur l'Europe, comment l'Europe en total peut devenir plus autonome. Cela va aussi avec le Luxembourg. Autonome par rapport à qui? Par rapport aux autres pays mondiaux, qu'on essaye plus de produire chez nous, de créer plus de travail chez nous, mais en même temps d'être plus immune aux chocs mondiaux. Voilà, je pense qu'on a un tous... peu plus de protectionnisme par rapport. Peut-être. Okay. Et pour l'éducation, par exemple?
pour l'éducation, c'est vraiment la chose avec l'alphabétisation et aussi l'accès à l'éducation, qu'elle soit améliorée. Aussi, c'est une chose que M. Maïch est aussi un petit peu en train de faire, mais c'est aussi la spécialisation, que des écoles se mettent ensemble pour offrir plus. C'est juste là où on voit aussi des problèmes avec les écoles, par exemple au nord, qui sont plutôt isolées, pendant que ici dans le sud du Luxembourg, au centre du Luxembourg, on a beaucoup de grandes écoles qui sont très proches, donc ils ont beaucoup d'opportunités de se spécialiser, pendant que dans le nord, c'est beaucoup plus difficile de le faire. Ok. Et sur l'Europe, tu nous as beaucoup parlé de l'Europe. Institutionnellement, qu'est-ce qu'il faut changer dans cette Europe? Ben, d'abord, le veto. Le veto, il nous bloque tous. Donc pour expliquer, le veto, c'est le fait. Le veto, c'est qu'un seul État membre de l'Union européenne peut bloquer tous les 27. Donc ça voudrait dire que même le petit Luxembourg, même pas 1 million d'habitants, pourrait bloquer 447 millions de gens. Et cela, c'est pendant que nous, on ne le fait pas souvent, c'est plutôt les pays qui se cachent dans les extrêmes, qui se cachent derrière une démocratie, même si ce ne l'est plus vraiment. C'est plutôt Quel pays, par exemple, n'est plus vraiment une démocratie? Je dirais l'Hongrie. L'Hongrie est une pseudo. Je dirais que c'est extrême de l'appeler une dictature, mais elle est très très loin de la rule of law. Et donc, ça, c'est une chose qu'on devrait changer en détruisant le veto et en le remplaçant par une majorité de 85%. Alors, l'Union européenne devient automatiquement plus efficace et aussi plus centrée sur sa population. Et sur l'écologie, on dit souvent les jeunes, Greta Thunberg, les jeunes sont très engagés. Moi, je pense personnellement que c'est pas forcément autant le cas. Il y a des adultes très engagés et c'est pas forcément un sujet prioritaire. Mais qu'est-ce que propose le Parlement des jeunes par rapport à l'écologie? Il dit quoi sur l'écologie? L'une de nos grands propos, c'est vraiment de créer un marché vert, dans le sens, par exemple, en créant plus d'énergie renouvelable faite en Europe. Ça se couple aussi un petit peu avec la résolution de la Commission économie, mais il y a une grande opportunité là de créer du nouveau travail, un nouveau marché, de nous rendre plus immunes aux chocs mondiaux et aussi de devenir verts. Donc vraiment d'investir dans les marchés verts qui peuvent produire du travail, que si on regarde le Luxembourg, on a besoin du nouveau travail, spécialement pour la jeunesse. Donc là, il y a beaucoup de chemin. Voilà. Et on a abordé une multitude de sujets. Les enjeux sécuritaires, l'immigration, est-ce que ce sont des sujets qui intéressent ou auxquels le Parlement des jeunes prête une certaine attention? On avait une résolution sur la migration, mais nos résolutions, ils sont toujours en effet pour 3 ans. Après, ils ne sont plus actifs dans ce sens-là, mais dans cette résolution, donc, qui n'est plus une opinion officielle du Parlement des jeunes, on veut plus de coopération avec le reste de l'Europe. Il y a maintenant même des discussions sur la création d'un nouveau mécanisme où les migrants sont accueillis de manière meilleure et aussi partagés dans l'Europe. Le problème qu'on voit vraiment, c'est que certains pays de l'Europe sont totalement débordés, où naturellement, après un certain temps, ils vont aller contre les migrants s'ils sont débordés, s'ils n'ont pas les moyens de les accueillir. Mais si on partage, si on essaie vraiment d'en faire une chose européenne, alors je pense que nous pensons que ça. Est-ce qu'il faut les accueillir déjà? Parce que c'est un sujet qu'on a un peu abordé durant la campagne électorale. On sait que l'Europe, démographiquement, il y a un vieillissement, ce qui fait que probablement, s'il n'y a pas d'accueil migratoire de migrants, les populations européennes vont baisser un peu comme en Russie, où on voit qu'il y a plus de décès que de naissances. Par contre, l'Afrique, on sait que l'Afrique, c'est 1,2 milliard pour le moment d'habitants. Demain sera 3 milliards, 2,5 milliards. Quel signal on envoie vis-à-vis de l'Afrique et quel signal l'Europe doit envoyer vis-à-vis de l'accueil des migrants, vis-à-vis de toutes ces questions? Parce que 2 milliards, là c'est des petites vagues, Lampedusa, etc. C'est même pas le début d'une crise. On dit que c'est une crise, mais
ce qui va arriver va être beaucoup plus important. Donc quel est le signal que les pays européens pourraient ou devraient envoyer vis-à-vis de ça? Enfin, je vais offrir mon opinion personnelle, car le Parlement des jeunes n'en a pas pour le moment. C'est d'abord qu'on doit les accueillir un certain nombre. On ne peut pas prendre tout le monde, car on a aussi un système économique qui ne peut pas être débordé, qui ne peut pas être trop. Voilà. Mais de l'autre côté, d'une manière humanitaire, on doit essayer d'aider ces gens, si ce soit en créant plus de stabilité dans ce pays-là, dans ces pays, ou de les accueillir ici, ou même de faire des deals avec d'autres pays pour qu'ils puissent aller dans ces pays-là. Mais en général, moi je pense qu'on doit vraiment se préparer. Car par exemple, maintenant il y a des tensions, et on a depuis des années, entre l'Éthiopie et l'Égypte. En 2015, on a crié, on avait notre système qui a été presque détruit pour 1 million de réfugiés. Maintenant, on a pris beaucoup d'Ukrainiens, mais imaginons l'Égypte, un pays avec plusieurs millions d'habitants, beaucoup plus que toutes les vagues migratoires qui sont venues jusqu'à présent. Si soudainement, eux, ils ont des problèmes, ils vont venir directement chez nous. Donc on doit se préparer, on doit créer de plus grands camps migratoires, on doit vraiment s'engager dans toutes les régions, dans toutes les régions du monde de manière plus renforcée, d'essayer de stabiliser ces pays-là, et spécialement car le changement climatique va faire en sorte qu'il y a plus d'instabilité. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'on a aussi un changement démographique dans nos pays. Si on continue à vieillir comme ça, c'est de la maths simple. Notre système de retraite fonctionne seulement si on a un montant de fonctionnaires. Et si on a de plus en plus de retraites et moins en moins de fonctionnaires, soit on met le système de retraite plus âgé, donc les gens doivent travailler plus. Le départ à la retraite, on le retarde, oui. Voilà, on voit comment les Français le prennent. Je ne pense pas que c'est la solution. Donc je pense que là aussi, on doit aller dans deux manières. D'une façon, on doit devenir plus natalitiste. On doit essayer de faire en sorte que c'est plus facile et économiquement moins cher d'avoir des enfants. Et de l'autre côté, c'est aussi une opportunité. Il y a tous ces gens des autres pays qui viennent avec leurs connaissances, qui viennent avec quelquefois leur bachelor, leur master et tout ça, qui ont été des experts dans leurs endroits, leur pays, et ils veulent venir chez nous. C'est aussi une chance économique qu'on ne peut pas ignorer. Donc je pense que c'est un thème très facetté où on doit prendre toutes les facettes et à la fin créer une stratégie qui fonctionne pour le Luxembourg, mais aussi pour toute l'Europe. C'est vrai, c'est un sujet très important, mais on va passer à une dernière question avant le mot de la fin. On sait qu'il y a actuellement une crise, Israël-Palestine. Que peux-tu nous dire en tant que président du Parlement des jeunes, ou si il n'y a pas eu encore de discussion au sein du Parlement des jeunes, parce que c'est très récent, en tant que citoyen? Sensations, peut-être des solutions, que peux-tu nous dire? Je dirais, la vue du Parlement des jeunes, on n'a pas de résolution, mais ce qu'on peut dire, on est toujours du côté diplomatique, on est toujours pour la paix, et la seule prognose qu'on peut tirer, c'est que c'est une tragédie. Des deux côtés, il y a des citoyens qui ont été massacrés pour rien, pour de l'idéologie, pour de la haine, et donc c'est triste, c'est une tragédie. De mon opinion personnelle, je trouve généralement c'est aussi difficile à juger, car des deux côtés, on a des côtés très fortifiés. Moi je me suis intéressé à l'histoire, et il y avait un moment dans l'histoire israélie-palestinienne où il y avait presque un accord de paix, une reconnaissance des deux pays de l'autre. Et ça, c'était un moment où on pourrait créer quelque chose de vrai, créer de la stabilité. Mais maintenant, des deux côtés, d'un côté avec la colonisation lente des territoires, et de l'autre par des extrémistes, qui est le gouvernement de Netanyahou, et de l'autre côté des terroristes. Donc on a deux côtés, l'un étant vraiment un groupe avec lesquels on ne peut pas vraiment discuter, on ne peut pas discuter avec des terroristes,
Donc ça le rend très difficile de créer un accord qui garde la paix. Et de l'autre côté, on a un groupe où on se dit, est-ce qu'ils ont même envie d'avoir de la paix maintenant? Car Netanyahou, il a été tellement humilié par ce qui est passé. Il sait qu'il y avait un sondage où je pense que c'était 3 sur 4 Israéliens pensaient qu'il devrait démissionner maintenant. La guerre, c'est la seule chose qui garde lui et son gouvernement en force. Donc on a des côtés qui sont vraiment fortifiés dans leur besoin d'être extrêmes l'un contre l'autre. Et de l'autre côté, il y a aussi d'autres pouvoirs qui... Donc on fait quoi? L'Europe, elle fait quoi? Elle demande un cessez-le-feu. Israël doit se défendre. L'offensive, c'est peut-être dans quelques heures. Est-ce qu'Israël doit se défendre? Est-ce qu'on fait quoi? Je dirais la diplomatie. C'est la seule chose qu'on peut vraiment essayer. D'un côté, de faire en sorte que d'autres groupes ne se mêlent pas aussi au combat. Par exemple, l'Hezbollah, Jordan ou aussi l'Iran. Et de l'autre côté, essayer de parler avec les deux côtés, et spécialement les Israéliens qui veulent maintenant commencer leur invasion, de faire en sorte que si ils veulent vraiment faire cette invasion et s'ils le font, ils essayent de vraiment limiter le massacre des citoyens, car c'est un area, le Gaza Strip, c'est très dense. C'est la population la plus dense du monde. Donc on doit vraiment faire, s'ils veulent vraiment l'attaquer, ils doivent essayer au moins de le faire de manière humanitaire. Si c'est possible, c'est autre chose. Si c'est naïf d'essayer de le faire, c'est aussi possible, mais je dirais l'Europe doit rester du côté humain. Okay. En tout cas, c'est ton avis. On va te donner le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire, un sujet que tu veux aborder, ou est-ce que tu as oublié de dire? Voilà, t'as le mot de la fin. Premièrement, merci. Pour tous ceux qui sont des followers de seulement l'Instagram du Parlement des jeunes, allez suivre événement.lu, c'est vraiment très très cool. Pour le reste, venez au Parlement des jeunes, essayez. Si c'est quelque chose pour vous, vous avez beaucoup gagné. Si c'est pas quelque chose pour vous, vous avez au maximum perdu 2 heures de votre vie. Mais pour le reste, voilà. Voilà. Bon en tout cas, merci beaucoup à toi de nous avoir accueillis et merci à vous d'avoir suivi la vidéo et bientôt il y aura d'autres vidéos.